Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Buvette, le podcast du sport et de la société. Avant que l'épisode du jour commence, je vous invite à nous rejoindre dans nos aventures sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Si vous êtes un profil intéressant aussi, vous connaissez un sportif ou pas trop sportif qui pourrait intervenir dans notre podcast, vous pouvez aussi nous contacter et on essaiera de faire la meilleure émission possible ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram en DM, on répond hyper facilement. La Buvette aujourd'hui a fait le déplacement à Chalon-sur-Saône pour rencontrer Mathieu Beauvois. Salut Mathieu, comment ça va? Salut, ça va super bien. Merci d'être là. Eh ben merci à toi de nous accueillir. On est super content de faire cet épisode avec toi. Puis pour la petite anecdote, t'es la première personne qui nous contacte et avec qui on fait un épisode. Donc on est super content, on est ravis de ta démarche aussi. Merci beaucoup. Je vous avais découvert avec l'interview de Benjamin Donin que j'avais trouvé super. Et étant un ami et qu'on est un petit peu dans le même milieu, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de faire ça avec vous. Effectivement. Alors vous inquiétez pas, l'épisode ressemblera pas à celui de Benjamin. Aujourd'hui, on va parler sport de force, coaching, nutrition, plein de thèmes qu'on n'avait pas abordés avec Ben justement. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de La Buvette. Mathieu, merci une nouvelle fois de nous recevoir aujourd'hui. Je te laisse rapidement te présenter pour nos auditeurs. Alors n'hésite pas à étaler un peu ton nom, ton prénom, ton âge, un peu ton parcours scolaire aussi, c'est intéressant. Ton parcours sportif, comment t'en es arrivé à ce que t'es aujourd'hui. Donc je te laisse le micro. Et donc Mathieu Beauvois, j'ai 34 ans. Parcours scolaire, moi j'ai arrêté à la seconde. J'avais besoin de voler de mes propres ailes et de faire mes propres expériences. En 2012, j'ai passé un coach de diplôme sportif. Ensuite, je suis devenu bodybuilder pendant 14 ans, un peu plus, parce que j'ai commencé à 14 ans la musculation. J'ai arrêté les compétitions de bodybuilding en 2018. Et en 2021, j'ai fait ma première compétition de strongman. 2022, on a ouvert l'école de strongman à Chalon-sur-Saône avec ma femme Marine. Donc c'est une école ici, c'est la toute première école historiquement en France spécialisée dans le strong. On donne des cours 3 fois par semaine pour les gens qui veulent découvrir cette discipline ou se perfectionner et pourquoi pas après faire des compétitions nationales ou internationales. Et du coup après moi je champion de France en 2023 et j'ai participé aussi au championnat du monde en 2022 pardon. Et là, aujourd'hui, je prépare ma première compétition professionnelle en moins de 80 kilos, le 2 mars prochain. Impeccable, je vous laisse voir la belle épée là, super trophée que nous a ramené Mathieu. Et aussi sa petite invitation pour les championnats du monde. Félicitations déjà. Ouais, merci. Et puis écoute, on reviendra un peu plus tard sur ton école, etc. Qu'est-ce que tu fais aussi actuellement? Tu peux nous en parler d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais actuellement? T'as peut-être un métier à côté Ouais. Aujourd'hui, on vit pas du strong en France. Il y a peut-être un athlète, Aurélien Lejeune, qui est en open, la catégorie reine, qui lui permet de pouvoir en vivre. Mais dans les autres catégories, c'est très compliqué aujourd'hui d'en vivre. C'est pas encore un sport très médiatique, c'est en train de le devenir. Hein. On a vraiment de plus en plus de pratiquants. Mais pour que des annonceurs et des sponsors s'intéressent vraiment à notre sport, il faudra qu'on progresse, qu'on continue comme ça. Donc aujourd'hui, moi j'ai un autre métier à côté, je suis commercial, ce qui me permet de vivre et d'investir dans ce sport et dans tous les projets que je mène aujourd'hui, donc l'école, l'association, on en parlera après. Mais oui, pas le choix d'avoir un métier. Et ensuite, à nous de faire un peu comme l'a fait ces dernières années dans le powerlifting, où ils ont vraiment mis un grand coup d'accélérateur sur leur discipline. Elle est beaucoup plus médiatique aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes qui le pratiquent. Donc, à nous de nous inspirer de ça pour faire pareil avec notre sport. Pour ceux qui connaissent pas trop le powerlifting, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Alors, le powerlifting, c'est une discipline de force aussi, uniquement basée sur 3 mouvements. Donc, ce sont des ultra spécialistes. Donc, du squat, développé couché et soulevé de terre. Nous, en strong, on a une base de powerlifting, on a aussi une base d'haltérophilie, mais on a plus de 30 mouvements différents à maîtriser, le retourné de pneus qu'on voit derrière, les sacs de sable, le log, la giant dumbbell, l'axe, voilà, il y a
Soulevé de terre aussi, mais on n'a pas tout à fait les mêmes règles qu'en powerlifting. Nous, on a le droit à l'équipement, on a le droit, les règles sont un petit peu différentes. Donc, ce qui fait que notre sport a tellement plus de mouvements qu'on peut pas être des ultra spécialistes comme en powerlifting. Donc, ça va être ça la particularité. Nous aussi, la particularité, c'est que les charges, on doit pas que les soulever, on doit des fois se déplacer avec. Donc, courir avec un sac de 120 kg dans les bras sur 20 mètres le plus vite possible. Des fois, il faut faire des enchaînements. On va avoir 3-4 objets à soulever, à déplacer, à lever au-dessus de la tête. Donc, on a un sport qui est plus hétéroclite, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Possible. En tout cas, plus varié. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, faut maîtriser tous ces mouvements-là. Et ce qui fait que on va être forcément un peu moins performant sur ces 3 mouvements qu'un powerlifter, mais plus complet sur tout le reste. L'explication était parfaite. Merci beaucoup. Tu me disais que tu avais commencé la musculation à 14 ans, un peu. Ouais. Comment ça t'est venu cette idée de faire ce sport? Un coup de tête ou... Alors, en fait, au départ, je voulais être pompier. Marin-pompier de Marseille, exactement. Et du coup, je suis rentré dans une école de jeunes sapeurs-pompiers à 14 ans. C'était à Tonins, du côté de Agen. Et du coup, j'étais un peu gringalé à l'époque. Du coup, je me suis mis à la musculation au début, vraiment pour pouvoir passer les épreuves, ce qui est des épreuves de sélection, le luc léger, les tractions, les pompes. Et j'y ai pris goût très très vite. Du coup, après, à 16 ans, je me suis inscrit dans ma première salle de sport et le virus a pris et j'ai jamais lâché. Et de fil en aiguille, j'ai voulu en faire mon métier, donc je suis devenu coach sportif. Et après, j'ai fait des compétitions de bodybuilding et puis on s'arrête plus après. Et du coup, ouais, t'as mis de côté les pompiers, c'était plus trop ton... La vie a choisi pour moi, Ouais. mais je pense plus tard, pourquoi pas être pompier volontaire une fois que j'arrêterai ma carrière sportive, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais adoré être pompier volontaire et ouais, je mets ça de côté, mais je reviendrai plus tard dessus. Ouais. Impeccable, merci beaucoup. Tu as créé la ferme du Strong. Ouais. On le voit sur ton petit t-shirt ici. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique initiative? Tu peux nous parler de l'idée de base, Ouais. comment ça t'est venu en tête, jusqu'au ce que c'est devenu aujourd'hui, un peu hyper large pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Ouais, alors en fait, en 2021, lors de ma toute première compétition de Strongman, j'ai rencontré Marine, ma femme. Elle passionnée d'animaux, et moi, passionné de transmettre mon sport aux autres. Du coup, on a décidé de monter ensemble une association qui va à la fois lier le sauvetage animalier et la transmission du Strong en France et la popularisation de ce sport. Donc on a monté cette association ensemble. L'idée, c'est que toutes les activités qu'on développe autour du Strongman, que ce soit les séminaires, l'école, les compétitions qu'on organise, permettent de récolter des fonds. Et ces fonds-là vont donc dans l'association pour le sauvetage animalier. Et depuis qu'on a monté cette association, on a sauvé plus d'une trentaine d'animaux. Donc soit de la maltraitance, on a récupéré des cochons, un cochon, des chèvres à la SPA, soit des animaux qui allaient à l'abattage parce que ils sont trop vieux. Donc du coup souvent les gens vont les abattre. Nous on les récupère, on les soigne et on leur offre une nouvelle vie dans notre ferme. Donc c'est pour ça qu'on a appelé l'association La Ferme du Strong. On a une ferme à la campagne et là on a 2 hectares pour que tous les animaux puissent avoir une belle fin de vie, loin de la maltraitance humaine. Et je laisse un blanc volontairement. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Et ça permet de lier nos 2 passions. Et c'est plutôt cool parce que souvent les gens sont assez sensibles à ça. Et ça a été le début de tous les projets, l'école, les compètes, etc. C'est magnifique. C'est super. En vrai, on pourrait pas En vrai, il y a un lien qui est pas forcément... À première vue, on pourrait pas se douter forcément qu'il y a un lien entre les sports de force et le sauvetage animalier, mais comme quoi tout est faisable et c'est des magnifiques choses qui donnent foi dans le sport déjà. Ouais, et puis c'est un peu symbolique aussi, puisque ouais. avec ma femme, on s'est rencontrés sur une compétition de Strong. C'est ce qui nous caractérise tous les deux. Donc du coup, c'est aussi un peu notre histoire à nous, et qui fait qu'on est liés par ça. Et du coup, c'était un moyen en fait de pouvoir vivre
et faire vivre nos deux passions l'une avec l'autre ensemble. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est sympa. Et du coup, vous donnez des spectacles, des représentations. Est-ce qu'on peut venir assister à ça? Comment ça se passe pour venir à un spectacle de la ferme du Strong? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a les spectacles qu'on fait souvent l'été, où on est contacté par des festivals ou par des associations de villages, etc. Et où ils nous demandent de venir, et là on fait un spectacle en musique chorégraphié avec Marine, et du coup on se met un peu en scène, on fait venir le public, on soulève les enfants, on a une plateforme où on fait monter les gens dessus et on fait du soulevé de terre avec le public dessus. On va faire du tirage à la corde où en fait on se tient par la main avec Marine et les gens tirent à droite et à gauche. Le but c'est que le public arrive à nous séparer. Ils n'y arrivent pas toujours. Voilà, donc ça, en fait, il faut suivre sur les réseaux sociaux. On met les dates de nos spectacles tous les étés. Et le reste de l'année, on organise des compétitions. Là, justement, la prochaine, c'est le 10 février. Celle d'après, ça va être le 23 mars. Où là, vous pouvez venir assister à la compétition. C'est toujours gratuit pour le public. Et là, vous voyez des athlètes débutants, comme les meilleurs athlètes au monde, où Benjamin a déjà fait des records du monde sur nos compétitions. Aurélien Lejeune qui a déjà fait 400 kilos au soulevé de terre, le premier Français à avoir fait 400 kilos au soulevé de terre sur une de nos compétitions, donc ça c'est une petite fierté. Donc voilà, pareil, sur les réseaux sociaux, vous voyez toutes les dates de nos compétitions ou de nos spectacles. L'épisode sortira un peu plus tard, les dates sont déjà passées, mais je vous invite à aller, il y aura peut-être des petites vidéos qui passeront justement sur les compétitions qui ont été faites. Allez-y, jetez un petit coup d'œil, ça devrait être hyper intéressant aussi, et n'hésitez pas à vous renseigner sur, on retrouve sur quoi? Instagram, TikTok, Facebook? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Vous tapez La Ferme du Strong et c'est toujours le même pseudo, le même nom, et du coup voilà. Super, génial. Donc tu nous disais aussi en introduction, en 2022, tu participes au championnat du monde dans la catégorie moins de 90 kilos. Moins de 80. Moins de 80 kilos, je me suis trompé. Aux États-Unis, du coup, avec ta femme Marine. Ouais. Expérience incroyable, et elle aussi elle a participé au concours du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette expérience? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce moment-là? Alors c'est très particulier puisque c'est à la fois ma meilleure expérience en compétition et la pire. Okay. Donc faut savoir que nous ça faisait à peine 1 an qu'on s'y était mis au Strong avec Marine. Marine c'est vraiment un exploit puisque c'est la première Française de toute l'histoire à avoir participé au championnat du monde. C'est la seule en open. Après, il y a eu Angèle, mais voilà, à ce moment-là, aucune autre femme en France ne s'était qualifiée et avait participé au championnat du monde. On part là-bas, un peu stressé. On a nos animaux, donc faut qu'on trouve quelqu'un pour les garder. À chaque fois qu'on part tous les deux, c'est vraiment une galère. Faut trouver une nounou, mais c'est pas une nounou pour 2 chats, quoi. Il y a les vaches, il y a les chevaux, donc c'est beaucoup de travail. Donc faut vraiment qu'on trouve quelqu'un de confiance. On part. Marine, elle avait jamais pris l'avion. Et là, la première fois où elle prend l'avion, c'est pour aller aux États-Unis, traverser un océan. Bon, donc déjà un peu stressé. On monte dans l'avion, et au moment de monter dans l'avion, on nous apprend qu'il y a un ouragan. Ah oui. Là où on doit atterrir. Du coup, un peu stressé, ça monte encore d'un cran. Finalement, en plein milieu, donc là on est au-dessus de l'océan, on nous dit, bon finalement, vous allez pas atterrir là où vous voulez. Vous allez atterrir à Atlanta. Donc à Atlanta, c'est à 10 heures de voiture. Parce que de base, c'était où le lieu? Daytona Beach. C'est où ça? C'est sur la côte est en fait des États-Unis. Ouais. Atlanta, c'est un petit peu plus dans les terres et un peu plus au nord. Oui. Du coup, on atterrit à Atlanta. Arrivé à Atlanta, on nous dit il n'y a plus aucun vol pour Daytona. Donc là, ça commence à stresser parce que c'est des frais énormes pour aller aux États-Unis. Nous, on avait quelques sponsors qui nous ont aidés, mais faut lâcher beaucoup d'argent. Et on se dit, attends, ça fait 8 mois qu'on se prépare pour cette compétition. On va pas rester 3 jours à Atlanta. On cherche des voitures. Impossible de louer des voitures. Il n'y a pas d'hôtel. Les hôtels sont tous pleins, évidemment, puisque tous les vols sont cloués au sol. Donc tous les hôtels sont remplis en 10 minutes, mais pendant que nous on était dans l'avion. Donc pas possible de prendre... On galère, on finit par trouver un tout petit hôtel. Mais alors vraiment, c'est pas... Tu vois, le Formule 1, pire que ça. On finit par trouver une voiture. Et du coup, le lendemain, on prend la voiture, on part.
Alors, petite anecdote rigolote, ils se sont excusés parce que c'était qu'un V6. Ah oui. Voilà. On n'a pas le même, on n'est pas Ouais. sur la même planète. Donc vraiment, ils nous ont fait, vraiment désolé, on n'a qu'un V6, est-ce que ça ira? T'inquiète. La voiture surpuissante, c'était vraiment, moi j'avais jamais conduit de V6, c'est puissant quand même, hein, faut pas croire. Et là, on part pour 10 heures de voiture. Sauf que, plus on s'approche, plus on voit la tempête arriver. Ouh là là. Donc le stress monte, vraiment dur, et on finit par arriver, et là la ville elle est dévastée, de l'eau partout, des arbres partout par terre. Et au moment où on arrive, on nous dit, bon alors, au départ il y avait 3 jours de compétition, finalement on va tout regrouper sur 2. Donc vous allez pas faire 2 épreuves par jour, vous allez en faire 4 le samedi, et peut-être 2 le dimanche. Ou 3, je sais plus combien c'était, mais c'était ça. Du coup, en fait, on a commencé la compétition hyper tôt. On a fini, il était plus de minuit. Ils ont même pas eu le temps de finir toutes les épreuves. Du coup, moi, le lendemain, j'avais l'avion à 10h30. À 9h, il fallait que je fasse ma 4e épreuve. Les épreuves, à chaque fois, il y avait des charges légères, des charges lourdes. En gros, c'était, tu fais l'aller avec la charge légère, le retour avec la charge lourde. Finalement, ils nous ont dit, du coup, on mettra que les charges lourdes. Du coup, 8 mois de prépa pour qu'au final, la moitié des épreuves, on n'arrive même pas à les soulever. On galère à faire 4 épreuves dans la même journée au lieu de 2. Et moi à faire ma dernière épreuve 1h30 avant de monter dans l'avion pour rentrer en France. Donc d'un côté, incroyable parce qu'on a rencontré les plus grands athlètes de la planète. J'ai pu voir Gabriel Peña, un mec qui fait des compètes pro au championnat du monde pro. On a vu Martin Lissis, Nick Best. On a vu la dernière compétition de Nick Best. Pour ceux qui connaissent pas Nick Best, je vous invite à aller voir qui c'est, monsieur. Mais à 60 ans, il faisait encore les World Strongest Man. Vraiment, un truc incroyable. Et en même temps, les pires conditions pour participer à une compétition de ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je dis c'est à la fois la pire et la meilleure, parce que l'expérience est incroyable. 400 athlètes passionnés sur le même lieu, c'est génial. Mais les conditions étaient terribles. Et est-ce que justement, là, ça rentre pas dans le fait que le strongman soit encore pas assez professionnalisé, le fait que ça manque de visibilité, c'est peut-être des choses comme ça, arrangement de dernière minute, c'est mal goupillé en fait. Là, pas de bol pour eux, c'est dur de prévoir un ouragan. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, et déjà chapeau à l'organisateur, donc les Official Strongman Games, d'avoir maintenu la compétition, d'avoir géré un ouragan le mercredi, la veille de la compétition. Donc déjà l'exploit, c'est que la compétition a pu être maintenue et qu'on a à peu près 400 athlètes qui ont réussi à venir malgré l'ouragan. Mais je pense pas que ça tu peux le prévoir. Après, c'est une certitude que en France en tout cas, c'est beaucoup moins professionnel qu'aux États-Unis. Aujourd'hui en France, organiser une compétition avec 400 athlètes, je pense que c'est impossible. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas les équipes pour le faire. Eux, ils y arrivent. Donc c'est incroyable. Et rentrer en France avec cette expérience-là, ça nous a permis aussi à nous de proposer aujourd'hui des compétitions avec un cran au-dessus, vachement organisé. On le voit, la Fédé organise des compétitions de plus en plus professionnelles, nous aussi avec notre asso. Mais on a beaucoup de chemin à faire encore. Et du coup, juste pour la fin de l'histoire, t'as réussi à avoir ton vol quand même ou... Alors j'ai réussi à avoir mon vol. Donc on monte dans un Uber. Vraiment, je finis l'épreuve, je cours. Je monte dans un Uber, j'avais encore la magnésie partout sur moi. On monte dans le Uber, il nous dépose à l'aéroport. Je me change dans les toilettes de l'aéroport pour pouvoir monter dans l'avion. Parce que je peux pas monter avec tout l'équipement, si jamais ça serait passé. Et on s'est assis dans l'avion au dernier moment. Quand on était les derniers passagers à monter dans l'avion, c'était fou. C'était fou. Le stress du début à la fin. Ah ouais, là, c'est... Mais du coup, c'est rigolo. Aujourd'hui, avec le recul, c'est sympa. Ouais. Mais ouais, sur le moment, c'était dur. Tu m'étonnes. Juste rapidement, j'ai fait un petit tour sur votre compte TikTok pour voir un peu ce que ça donnait. Et genre directement, il y a une chose qui m'a frappé. Enfin, je me suis dit, ouais, pourquoi? En fait, sur toutes les plus grosses vidéos, c'est que des gens qui ont de la haine, surtout envers ta femme, et qui pensent que c'est du fake, un sport fake, etc. Comment tu réagis face à toutes ces critiques totalement injustifiées, bien sûr, mais
Enfin, je trouvais ça fou. Enfin, tu vois, une femme qui fait avancer un camion et les gens vont qu'à dire c'est du fake, il y a un mec au volant alors qu'il est juste là pour Ouais, freiner, ça, c'est ça? c'était fou, ça. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. Le sport est un peu méconnu. Donc, du coup, le grand public, voir une femme tirer un camion, pour eux, c'est forcément faux. Euh, Tu vas dans d'autres pays comme au Royaume-Uni, aux États-Unis, le strong est connu, on sait que c'est possible. Donc déjà, je pense qu'il y aurait moins de haine. Et ensuite, je pense que c'est une grosse question d'ego, en fait. Je suis un homme, je me sens pas capable de tirer un camion, je vois une femme tirer un camion, donc forcément, en fait, c'est faux. Parce que je pense que ça pique un petit peu, quoi. Après, faut prendre en compte aussi, comme je disais tout à l'heure, Marine, c'est la première Française à avoir atteint ce niveau-là. Euh, il faut aussi remettre dans le contexte. Elle a une force naturellement énorme. Sans s'entraîner, la première fois qu'elle a fait un soulevé de terre de toute sa vie, elle a soulevé 130 kilos. Ça fait 20 ans que je suis dans la musculation. J'ai rarement vu même des hommes soulever 130 kilos la première fois qu'ils faisaient du soulevé de terre. Ça existe, hein, mais c'est rare. Donc pour une femme, c'est encore plus rare. Donc ça prouve bien que de base, elle avait une force naturelle. Et puis après, avec de l'entraînement, tout le monde est capable de tirer un camion. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, les gens peuvent se permettre de dire des choses qu'ils te diraient pas dans la vraie vie. Parce que c'est plus facile à travers un écran de déverser sa haine. Et après, les gens frustrés, ils ont une plateforme et un moyen maintenant de pouvoir évacuer leur frustration sans conséquences derrière. Donc c'est vachement plus facile en fait d'insulter les gens et de déverser ta haine quand tu sais qu'il y aura pas de conséquences derrière. Au pire, la conséquence c'est qu'on supprime le commentaire. C'est pas très grave, hein. Tu vois. Mais du coup, voilà, ils peuvent le faire. Et puis ça pique les gens, hein. Ça pique les gens de voir une femme faire des perfs que la plupart des hommes ne sont pas capables de faire. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, je pense. Après, comment on le gère? Maintenant, on le gère pas. On s'en fout. On les laisse. Moi, je dis merci les haters, parce que à chaque fois que vous mettez un message de haine sur nos posts, ça référence la vidéo, et du coup, ça nous donne de la visibilité. Donc merci à vous. Et puis voilà, continuez du coup. Oui. N'hésitez pas. Allez-y. L'espace commentaire est ouvert. Ouvert à tous. Super. Pour revenir un peu sur le sport de force en lui-même, on a fait une petite parenthèse, anecdote, etc. Quand je te dis force, là, comment t'expliquerais ce terme? À quoi ça te fait penser en premier lieu? Comment t'arrives à développer cette force qui fait votre particularité? Je pense que la force, y a une part de génétique, déjà à la base. Il faut déjà être né avec une certaine puissance naturelle. Après, la force, souvent on l'associe à la force absolue, donc juste des max, une rep le plus lourd possible, mais la force, en fait, il y en a plein. Et c'est pour ça que j'aime le strong, c'est qu'on n'est pas que sur la force pure. On va avoir des épreuves de force pure, mais après, il va y avoir la force de préhension, donc les épreuves de grippe. Il va y avoir l'endurance de force, être capable de faire un maximum de répétitions avec une charge lourde. Donc en fait, la force, c'est être capable d'exprimer une puissance dans tous les domaines possibles. Et ça se travaille avec plein de méthodologies différentes. Et c'est ce que j'aime dans le strong, c'est que c'est suffisamment varié pour pouvoir changer souvent en fait son entraînement, ne pas s'ennuyer. Les épreuves, il y en a tellement que on peut un peu s'entraîner différemment tous les jours. Et donc la force, ouais, c'est ça, c'est être capable de soulever dans n'importe quel contexte une charge, quelle qu'elle soit, et puis de l'amener à un autre endroit, quelle qu'elle soit. Parfait. Et juste pour donner une petite idée aux gens, c'est quoi un peu toi tes records, par exemple, soulevé de terre? Ouais, soulevé de terre, je suis à 300 kilos maintenant. L'objectif, ce serait de passer 320 avant la fin de l'année. Au log, le tronc d'arbre qu'on lève au-dessus de la tête. Okay. Là, je suis à 125 kilos. Au farmer, donc farmer walk, c'est les valises qu'on tient dans les mains et on marche avec. Ouais, okay. 130 kilos par main. À la boule d'Atlas, donc là, l'épreuve mythique des strongman, ouais. Je suis à 140 la maintenant. Grosse boule que vous portez. La grosse boule de béton, ouais. 140 kilos. 140 kilos. C'est monstrueux.
Voilà. Développer couché un peu pour... Alors, développer couché, en strong, on n'en fait quasiment jamais, parce que c'est une épreuve qu'on n'a pas, très peu. La dernière fois, ça va être dans les années 90-2000, et c'était même pas un vrai développé couché, c'était une sorte de structure où ils avaient mis des pin-up, ça pourrait plus se faire aujourd'hui, sur la structure, et en fait, il fallait soulever la structure comme ça en développé couché. Mais vous pourrez regarder sur les vidéos des World Strongest Man, ils faisaient ça avec le squat aussi, où ils mettaient des filles sur une plateforme et bon, aujourd'hui tu pourrais plus faire ça. Mais voilà, c'était une autre époque. À l'américaine un peu. Le strongman, comme tu disais, c'est une discipline qui est en train de monter en visibilité, etc. Mais à première vue, ça peut paraître aussi un peu effrayant quand on voit tous ces gros engins comme derrière nous, les gros pneus, les gros sacs, les grosses haltères. Et justement, toi, tu essayes d'apporter une sorte de pratique loisir à ce sport. Comment tu t'y prends un peu pour faire la promotion plus sport détente, entre guillemets, du strong? Déjà, il faut différencier, comme tu disais, le sport loisir et le sport de compétition. Si on a une approche uniquement loisir bien-être, je suis convaincu que le strong, c'est un des sports les plus santé qui existent. Pourquoi ? Parce que c'est que des mouvements complets, donc des mouvements qu'on va pouvoir réutiliser dans la vie de tous les jours. Les farmers, c'est ni plus ni moins que transporter les courses de la voiture à la maison. Ensuite, un soulevé de terre, ça peut être soulever le canapé pour passer l'aspirateur en dessous. Porter un sac de sable, ça peut être lors d'un déménagement, transporter le frigo. Voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, si c'est fait de façon loisir, où on va pas pousser la personne à des performances hors normes, finalement, tu vas développer une force, une mobilité, une préhension qui va te servir dans la vie de tous les jours et qui va te permettre finalement de mieux vivre ton quotidien et de mieux vieillir aussi. Parce que on peut voir, nous, notre doyen au club là à Châlons, il a 70 ans. Il fait encore du squat à 120 kilos. Donc, et il est en parfaite santé. Et quand tu le vois, tu lui donnes pas à 70 ans. Donc, je suis convaincu que ce sport, quand il est bien fait, avec des personnes compétentes qui vont enseigner des bonnes techniques, un bon placement, avec une structure d'entraînement logique et intéressante, c'est un des sports les plus complets et vraiment les plus bénéfiques pour la santé. Après, quand on va passer sur un objectif de compétition à très haut niveau, comme tous les sports de haut niveau, c'est pas bon pour la santé sur le long terme. On est bien d'accord. Mais nous, on a une approche à notre école qui est vraiment santé bien-être au départ, où on a un gros travail sur les postures, sur la technique, avec une pédagogie vraiment où c'est l'intégrité physique de la personne qui prime avant tout. Et c'est ce qu'on communique le plus, même à nos athlètes. Et après, nos athlètes qui veulent aller faire du haut niveau, là, voilà, on va chercher la performance. Mais c'est dans un second temps, en fait. C'est trop intéressant parce que, même moi qui est en dehors du strong, comme beaucoup de personnes, on a cette image-là que c'est un sport que compétitif, alors que pas du tout. La preuve, t'as ouvert la première école de strong qui est ouverte à tous et il y a une pratique hyper loisir et qui peut être divertissante aussi. Donc c'est hyper intéressant et je vous invite à à essayer tout simplement ce sport. Si vous aimez par exemple, si vous allez au lieu d'aller à la salle de musculation faire ça, en plus c'est en groupe, je pense, il y a une notion de collectif. Ouais, on fait ça en groupe en fait. Donc c'est Marine et moi qui coachons. Et en fait on essaie vraiment de montrer que c'est hyper ludique parce qu'au final, j'ai fait de la musculation de mes 14 à mes beaucoup trop vieux. Pendant 15 ou 16 ans peut-être, à soulever des haltères. Moi j'adore ça, mais quelqu'un qui veut faire du sport pour le côté fun, le côté loisir, et essayer d'amener une variété et quelque chose de ludique, soulever des haltères pour soulever des haltères, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ludique en fait. Alors que retourner un pneu, courir avec un sac, mettre un sac sur les épaules, il y a un côté un petit peu différent, un côté un peu atypique, qui du coup est vachement ludique en fait. Et il y a tellement d'exercices différents qu'il n'y a pas moyen de s'ennuyer en fait, si on change à chaque fois. Et c'est ce que les gens viennent, la plupart des gens qui viennent et qui essaient, ils repartent avec le sourire en disant « Ah finalement c'est super fun, je pensais que c'était impossible ».
Mais en fait, j'y arrive. Et il y a aussi ce travail sur la confiance en soi qui est vachement intéressant. La plupart des gens qui viennent ne se pensaient pas capables de faire ça. Et finalement, avec une bonne méthodologie et de la technique, bah, ils y arrivent. Et du coup, ils reprennent vachement confiance en eux. Et je pense que c'est à la fois bénéfique physiquement, comme on disait tout à l'heure, puisque c'est un sport complet, qui est utile dans la vie de tous les jours, mais aussi mentalement, parce que le fait de réussir des choses dont tu ne sentais pas capable, bah, tu gagnes vachement de confiance en toi. Et je pense que c'est bénéfique sur tous les plans. Ouais. Trop bien. Franchement, ça donne envie. Franchement, ça donne envie d'essayer. Et c'est vrai que c'est un côté hyper différenciant pour se maintenir en forme, de la musculation et tout. Ça a l'air hyper intéressant. Le micro qui tombe, tout va bien. On va resserrer ça. Hop là, on est reparti. Je t'invite à faire une petite pause dans le podcast avec le petit quiz habituel qu'on réalise pour nos auditeurs. Vous pouvez aussi jouer à la maison comme d'habitude et retrouver les quiz maintenant sur les réseaux sociaux. Donc allez-y, suivez-nous sur Insta, TikTok. Vous pourrez jouer aussi à la maison. Bon alors c'est des questions un peu... je vais cacher les réponses. Alors la triche est long. Et ouais, c'est un peu des questions muscu, record, etc. Et une petite question par rapport aux animaux abandonnés, parce que je trouve ça important d'en parler et que les gens se rendent compte aussi. On n'a pas forcément les chiffres en tête. Et avec travers ta ferme du Strong, on peut un peu plus se rendre compte. Première question, on va peut-être commencer par la question sur un peu du Strong. Ouais. Quel est l'homme le plus fort du monde en 2023, donc dans la catégorie raid, parce qu'il y a plusieurs catégories. C'est Mitchell Hooper, qui a gagné 2 fois d'affilée. Et avant ça, c'était Tom Stoltman, qui a gagné aussi 2 fois. Et j'ai pas celle d'avant, mais écoute, c'est une très bonne réponse. Ça fait... C'est un Canadien. Ouais, c'est ça. Très bien. 1 point sur 1, nickel. Et il était marathonien avant. Ah ouais. Il est passé du marathon au strong. Ouais. Ah, c'est ouf ça. C'est ouf, ouais. Performance de ouf. Très bien, 1 point sur 1, nickel. On continue. Deuxième question. Quelle était du coup, on a fait l'homme, maintenant la femme, la plus forte du monde en 2023? En 2023, je crois que c'est Rebecca Roberts qui a gagné. J'ai pas ce nom-là. Moi. Alors c'est peut-être 2023. Il me semble que c'était une nouvelle vainqueur. Enfin, c'était la première fois qu'elle gagnait. C'est peut-être Olga alors, l'Ukrainienne? Non, j'ai vu passer ce nom, mais c'était pas elle aussi. Alors c'était 2022 Olga. 2023, bah, j'ai un trou. Bah, j'ai noté Rhiannon. Alors, Rhiannon, c'est en moins de 64 kilos. Ah, ouais. Rhiannon, c'est en moins de 64 kilos. Et ben, je me suis planté. Après, en moins de 73, c'était peut-être... non, ouais, je crois qu'en open, c'est Rebecca Roberts. Ouais. C'est Official Strongman Game. On va vérifier en direct, hein. Ouais. Comme ça, on vous dit pas de bêtises. Mais moi, je me trompe dans mes propres quiz. C'est quand même... Après c'est compliqué parce que il y a plein de catégories différentes. Donc... On est de retour. Ouais. Je me suis trompé dans mon propre quiz. Moi, 1 point pour Hugo. T'es nul. Allez, hop. C'était bien, du coup. Rebecca Roberts. 2 sur 2. C'est de ma faute. Je suis nul. Allez, on continue. On passe à la suivante. Petite question sur les animaux abandonnés en France. Pour 2022, est-ce que tu sais le nombre d'animaux qui ont été abandonnés? Je te donne une marge de 3000 animaux. C'est pour vous dire, le chiffre est gigantesque. C'est gigantesque et les 2 grosses périodes d'abandon, c'est les fêtes de fin d'année et l'été. Bah, franchement, je vais dire plus de 20 000, je pense. Eh bah, tu peux faire même x2. Ah ouais, tu vois, je suis tellement... Parce que nous, dans cette période-là, c'est le téléphone, il sonne quasiment tous les jours. Et on est saturé, donc on peut plus accueillir des nouveaux pensionnaires. Mais ouais, 40 000. On est même à 44 200 Incroyable. En 2022, juste en France. Hein. Je vous laisse imaginer, vous vous rendez compte un peu, 45 000 animaux, ouais. c'est Par rapport à ça, une toute petite parenthèse, mais messieurs, dames, arrêtez d'offrir des animaux. Un animal, ce n'est pas un cadeau. Un animal, c'est un être vivant. On offre une peluche. Parce que l'animal, il vit, il va s'attacher à vous et c'est de la charge. Faut le nourrir, faut s'en occuper, faut l'emmener chez le vétérinaire, faut lui faire des soins. Vous ne pourrez plus partir en vacances comme vous voulez parce qu'il y a plein d'endroits où les animaux ne sont pas accueillis. Ce n'est pas un cadeau. On n'offre pas un cadeau.
on va adopter un animal, c'est une prise en charge, c'est de la responsabilité, c'est super important parce que les animaux, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, ils ont des sentiments et le jour où vous allez l'abandonner, c'est un véritable choc psychologique et nous derrière, quand on récupère des animaux, des fois c'est des semaines voire des mois de sociabilisation pour redonner confiance à l'animal en l'humain et des fois ce n'est jamais possible et on ne peut pas les replacer. Ce qui fait que du coup ces animaux-là sont traumatisés à vie, n'ont plus confiance en l'homme, deviennent agressifs, et dans certains cas, on finit par les euthanasier. Alors que c'est de votre faute à vous. C'est parce que vous avez pris un animal, sans prendre conscience des responsabilités derrière, que vous l'avez abandonné, et finalement, celui qui va en payer le prix, c'est l'animal qui se fait euthanasier derrière. Donc, quand on prend un animal, prenez bien en compte que y a énormément de choses et de charges à faire, des contraintes, et que ce n'est pas jetable. Sinon, offrez des peluches. Tout est dit. Merci. Hop, ça c'est un réel tac. Retrouvez-nous sur Instagram. Tout est dit. Ouais, désolé, hein, mais c'est important. Ah, mais c'est des discours qui paraissent tellement logiques et, enfin, je veux dire, c'est incompréhensible d'abandonner un animal et encore plus quand on voit les chiffres qui sont. Tu vois, 20 000 pour moi, je pensais déjà être au-dessus. Et en fait, 45 000, c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est répugnant, j'ai envie de dire. Bref, on continue ce quiz avec l'avant-dernière question. Est-ce que tu sais quel est le poids du record du monde au développé couché? Bon, toi, t'en fais pas trop. Et peut-être le nom de la personne si tu l'as aussi. Et je te donne, allez, 50 kilos de marge. Je crois... Alors, en raw, je crois que c'est 335. En équipé, je crois qu'on s'approche des 600 kilos. Et c'est un Américain qui a le record en raw. Mais en équipé, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est vrai, vu que je me trompe dans les propres quiz, on sait jamais. J'ai trouvé que monsieur Jimmy Kolb avait soulevé 635,4 kilos en 2023. Ouais, ça c'est en équipé, développé couché équipé. En fait, il y a plusieurs disciplines en powerlifting. Il y a le raw, où là on n'a pas de combinaison, on a juste le droit aux bandes de poignet et à la ceinture. Et après en équipé, c'est des sortes de combinaisons avec une matière tissée, super résistante. Et je crois que c'est ça, c'est plus de 600 kilos, Ah, t'avais dit 600 kilos, donc j'avais dit 50 kilos de marge. On est bon, ça fait un point de plus, explication en plus. Allez, je valide tout. Super. Dernière question, la même chose par rapport au squat record du monde. Après, lui, il a été non officiel. C'était fait à l'entraînement par un certain... Alors, au squat, en raw... Je te donne, allez, pareil, 50 kilos de marge, on est généreux. Squat raw, je pense qu'on est à plus de 400 kilos maintenant. Et en équipé, on doit être dans les 500 kilos aussi. Alors moi, j'ai trouvé juste 414 kilos. Mais je pense que c'était peut-être pas équipé. Ouais, 414, ça doit être en raw. Ça doit être en raw. C'est peut-être l'actuel champion du monde toute catégorie, Julius Olivares, peut-être, qui a fait ça. J'ai pas trouvé ce nom-là, mais c'est possible. Ouais. Après, il y a tellement de choses qui se disent... Mais là je peux pas je m'y connais un peu moins en powerlifting, donc je pourrais pas savoir. Je trouve c'est dommage parce que ça montre un peu aussi, comme on en parlait avec Lucas, on a fait une petite coupure par rapport à la mauvaise réponse sur la femme la plus forte du monde, mais on se disait c'est un peu typique du sport qui est mal médiatisé, c'est qu'on ne connaît même pas les records du monde officiels. Il y a plein de chiffres qui circulent, en fait on sait même pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors après il faut être vraiment dedans en powerlifting. Powerlifting, il y a une application qui s'appelle Open Powerlifting et qui du coup permet de voir les résultats officiels sur toutes les fédérations, toutes les compétitions, etc. Et donc là, si je cherche par exemple toute classe par squat, toute fédération, en raw, on a Vladislav Alazov qui aurait fait un squat à 525 kilos. Et si je vais du coup en équipé, on est à 595 kilos. Donc après, il y a aussi une particularité. Donc il y a l'équipement, donc il y a plusieurs catégories. Après, il y a aussi plusieurs catégories de poids.
Donc il y a le record du monde toute catégorie, mais il va y avoir le record du monde moins de 120, moins de 93, moins de 83, etc. Donc aussi il y a des catégories. Donc c'est vrai que quand on n'est pas dedans, c'est compliqué. Moi je regarde un peu le powerlifting, ça m'intéresse, mais c'est pas mon sport. Donc c'est pas des records que je maîtrise à perfection, mais ouais, c'est déjà intéressant parce que C'est énorme. ouais. C'est énorme. 595 du coup en équipé. Ouais. Je sais pas si on se rend compte du poids que c'est, mais c'est énorme. Pour un squat, hein. Enfin bref. Passons. Retournons dans le podcast, on s'est un peu évadé. Le quiz était super. Ouais, je te donne 5 sur 5. Écoute, on s'en fiche, on regardera pas. Moi, un point pour Hugo. Allez hop. Allez, on retourne sur le podcast. Je voulais partir directement sur le dernier sujet de ce podcast, cet épisode, qui concerne la nutrition. Hyper important, on le sait, dans tous les sports, etc. Comment ça se passe pour toi déjà je pense que tu as une alimentation hyper encadrée par rapport à tes prochaines compétitions qui arrivent. Concrètement, comment ça se passe dans ton assiette au quotidien? Alors la nutrition, moi, c'est un domaine dans lequel je me suis spécialisé depuis de nombreuses années, de par mon parcours en bodybuilding. Et après, quand je suis arrivé dans les sports de force, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait, surtout en France, une méconnaissance. Je pense que c'est culturel, en fait. De par notre pays, la bonne bouffe, machin, etc. Le terroir, la gastronomie. Ça prend une part pour moi qui est extrêmement importante dans la performance. Et je pense qu'on peut faire d'énormes progrès aujourd'hui. Donc moi, mon alimentation, j'essaie d'avoir une alimentation la moins transformée possible. Donc éviter tout ce qui est industriel, agroalimentaire. Alors c'est bateau ce que je dis, mais ça va aller jusqu'à préférer manger une pomme plutôt qu'une compote. Pour vraiment avoir l'aliment le plus pur et le plus naturel et le plus basique possible. Ensuite, évidemment, tout est calculé, tout est millimétré. Je pèse tous mes aliments, je calcule exactement ce que je mange au quotidien. Et j'essaie d'avoir l'alimentation la plus timée possible. Il y a certains types d'aliments que je vais manger le matin. Et à l'approche de l'entraînement, il y a certains aliments que je ne vais pas manger, je vais en favoriser d'autres. Pour vraiment optimiser et que chaque entraînement que je vais faire, j'ai les nutriments les plus importants possibles pour moi au moment de la séance pour performer le plus possible. Et donc c'est une approche que moi j'appelle le timing des aliments, qui pour moi a plus d'importance finalement que les calories. Souvent en alimentation on parle des calories, tu manges combien de calories? Pour moi ça veut rien dire. Tu peux très bien manger 10 000 calories de fast-food, tu vas pas faire une super performance parce qu'il y a une grosse partie de ce que tu vas manger, ton corps va pas pouvoir l'assimiler, ça va même être des perturbateurs endocriniens dedans, et plein de nutriments qui sont pas assimilables par l'organisme et qui du coup vont fatiguer ton organisme et sur le long terme t'empêcher de faire des performances. Parfois il faut mieux manger beaucoup moins de calories, mais avoir une meilleure répartition, ce qu'on appelle macronutritionnelle, donc l'équilibre des protéines, lipides, glucides. Moi je fonctionne surtout comme ça, avoir un bon équilibre là-dessus. Ensuite, un bon équilibre micronutritionnel dans tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, qui sont complètement négligés dans l'alimentation et qui ont, pour moi, encore plus d'importance finalement que manger 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, ça, c'est un truc stop. Et derrière, après, le bon timing. Donc, favoriser un peu plus de glucides autour de l'entraînement, un peu moins le matin parce que surtout que moi j'ai un métier, je suis en voiture toute la journée, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir 100 grammes de glucides au petit-déj, la confiture, le pain blanc, tout ça, bref. Mais par contre autour de l'entraînement, pour avoir un gros stock de glycogène et pouvoir faire des grosses séances, voilà. Donc j'ai vraiment commencé à m'y intéresser depuis une bonne dizaine d'années, et là encore plus depuis que je me suis mis dans les sports de force. Et je fais beaucoup de coaching nutritionnel avec les athlètes de force pour leur apporter un peu de connaissances, et tous les retours que j'ai,
c'est que les gens ont perdu du gras, augmenté leur performance, dorment mieux, arrivent à faire des séances plus dures, plus longtemps. Donc forcément, sur le long terme, les gars progressent beaucoup, beaucoup plus vite. Et on l'a vu avec Benjamin, que je suis maintenant en nutrition depuis quelques mois, où les performances explosent littéralement, quoi. Comme quoi, la nutrition est hyper importante et surtout la nutrition réfléchie. Il faut que ce soit fait intelligemment. Ouais. Ouais. Il y a les recommandations pour une personne sédentaire ne sont pas les mêmes que pour une personne sportive. Et tout à l'heure, on parlait de sport loisir. Je ne fais pas les mêmes diètes aux sportifs loisirs qu'aux sportifs à très haut niveau. Les besoins sont pas les mêmes et les recommandations qu'on a, qu'on entend manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais ça c'est pour les personnes sédentaires. Attention, personnes sédentaires, j'entends là les personnes qui font 1 à 2 séances de sport par semaine. Ce n'est pas suffisant. On est encore sédentaire quand on fait un peu de sport, voilà, comme ça. Pour les non sédentaires, pour moi, c'est des personnes qui font 3, 4, 5 séances de 2 heures. Là, on est sur du sportif. On est sur une personne qui doit changer radicalement son alimentation. Parce que les besoins vont être énormes en vitamines, en minéraux, en sel. Il va falloir apporter énormément de nutriments, de compléments des fois. L'alimentation ne suffit plus. Tout ça, ça se calcule avec des prises de sang, des analyses. On va regarder où est-ce que tu es carencé pour amener par l'alimentation des fois un peu plus de potassium, un peu plus de magnésium, un peu plus de sélénium, etc. Et des fois, quand ça suffit pas, on met des compléments alimentaires. Super, c'est hyper clair, pour moi perso j'ai tout compris et c'est aussi bien d'avoir ce côté-là parce que, enfin cette explication parce qu'on se rend compte que ok c'est bien la nutrition, faut manger correctement mais c'est aussi adapté à chaque sportif, à chaque métabolisme entre guillemets et qu'il faut que ça soit réfléchi avec tes fameux timings. Le timing, ouais, ça c'est vital. Depuis plus de 10 ans que je coach, je ne pense pas que j'ai fait 2 fois la même diète. Parce que, comme tu viens de le dire, tout le monde est différent. Et une diète que je vais faire à quelqu'un, aujourd'hui, dans 2 mois, elle a complètement changé. Parce que l'athlète a évolué, les circonstances ont évolué, peut-être que des facteurs X de son environnement ont évolué, changement de métier, un enfant qui arrive dans la vie de famille, ce qui fait que du coup, il va falloir sans cesse réadapter. Et c'est vraiment du coaching au jour le jour pratiquement. Et plus le niveau est élevé, plus il faut adapter. Benjamin, pour ses derniers championnats du monde, ont changé la diète tous les jours. En fonction de sa pesée du matin, de son état de forme, de l'entraînement qu'il a fait la veille et de celui qu'il va faire aujourd'hui, la diète changeait. Et c'est super important. Et à haut niveau, c'est aussi important que l'entraînement, que les compléments, que tout le reste. Trop intéressant. Merci beaucoup pour l'explication. Dernière petite question, je voulais revenir sur une petite chose qui nous avait marqué avec Lucas. On était venu assister au record du monde justement de Ouais. Benjamin. On avait passé une petite tête rapidement. Et en gros, ce qui nous avait marqué, c'est dans la salle, il y avait plein de boissons énergisantes, plein de produits un peu fluo qui font peur à première vue. On se dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On se dit, c'est quoi, ils se dopent, c'est quoi là-dedans, qu'est-ce qu'ils boivent, en fait, ça sert à quoi typiquement ces choses-là? Alors en fait, il y a la boisson au niveau de la performance. On va avoir plusieurs types de boissons. En gros, on va avoir les boissons énergisantes, où dedans, il va y avoir vitamine C, guarana, caféine, voilà, tout ce qui est un petit peu excitant. En fait, ça va avoir une action sur le corps qui va permettre de sécréter globalement un peu d'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une hormone qui va permettre d'éveiller un petit peu la conscience, le système nerveux, etc. Et qui, je vulgarise au maximum, donc les connaisseurs, ne me tapez pas dessus. Mais en gros, c'est ça. L'idée, c'est d'apporter un regain d'énergie, de stimuler certaines hormones qui vont permettre d'activer le système nerveux et du coup, ça va augmenter tes performances. En fonction des sports, on va pas utiliser n'importe quel type de boisson énergisante. Le gros
Le gros truc que je vois souvent, c'est Monster. On a le droit de citer des marques. Bien sûr. Ouais. Mais en fait, le Monster, c'est pas forcément super intéressant en fonction de certains types de sports. Donc en fait, il faut bien choisir sa boisson en fonction de son sport. Et du coup, voilà, en fait, ce qu'il y a dedans, c'est ça. L'autre type de boisson, ça va être les boissons de récupération, qu'on appelle isotoniques, où dedans, va y avoir, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est minéraux, oligo-éléments, un peu de sucre, pour avoir une meilleure récupération, avoir une meilleure réhydratation. Et du coup, sur les sports d'endurance, on utilise beaucoup ça. Ça évite d'avoir des crampes à milieu de course et en fait de faire une contre-performance. Donc en fait, chaque type de boisson sportive va être adapté en fonction du sport. Nous, c'est souvent des trucs qui te mettent la grosse patate. Ouais. Pour bien t'énerver avant la barre et justement pouvoir lever une barre plus lourde. Ouais, donc c'est pour ça qu'il y a des trucs un peu fluo qui traînent partout. Alors le fluo, ça c'est ce qu'on appelle du marketing, puisque bizarrement la boisson énergisante est rouge, la boisson de récupération est bleue, c'est tout simplement des colorants qui sont dedans. Quand ce sont des boissons de qualité, c'est des colorants naturels, et sinon c'est des gros trucs bien de synthèse. Quand c'est jaune fluo, bleu fluo, ça c'est bien chimique. Mais oui, alors ça c'est que marketing, la couleur. Ça marche. Bah, merci pour ces explications. C'est la fin de ce podcast, de cet épisode. Merci de nous avoir accueillis chez toi, dans ton école. On n'est pas à la ferme du Strong, mais on pense aussi à la ferme. Ouais. Merci pour ton témoignage. J'espère que tu as apprécié l'exercice. C'était super cool. J'ai apprécié aussi, on a appris plein de trucs. Et il y a plein de préjugés qui sont tombés là en une petite heure de podcast, donc c'est super. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux, la ferme du Strong sur absolument tous les réseaux sociaux. Moi personnellement c'est Mathieu-Strongman. Pour Marine, vous pouvez la retrouver à Marine Baby Strongwoman. Voilà. Et bientôt vous aurez aussi la compétition du 2 mars. Je sais pas si le podcast sera déjà sorti. Ouais, je pense qu'il sera pas. Ouais, il sera plus tard. Ouais. Dans ce cas-là, voilà, vous pourrez voir les premières images de ma première compète pro sur les réseaux sociaux. Voilà. Génial. Et écoute, on suivra ça avec attention. Merci à nos auditeurs de nous suivre. On est de plus en plus nombreux. La famille La Buvette s'agrandit. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux podcasts. D'ici là, portez-vous bien, faites du sport, faites du strongman aussi. Et n'oubliez pas, surtout que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. Ciao tout le monde.